Bonjour à tous et à toutes. Donc, après la question de l'évolution des formations, nous allons évoquer dans cette table ronde la question de la diversification des métiers dans les musées, question qui n'est pas nouvelle, mais qui est une évolution assez récente au regard de la longue histoire des musées. Cette diversification est avant tout le reflet de l'évolution des musées eux-mêmes depuis, je dirais, une quarantaine d'années. Je pense en particulier à la place grandissante donnée au public, à leur accueil et maintenant à leur bien-être, à la multiplication des expositions temporaires, à l'importance grandissante de la conservation préventive et puis évidemment aux outils numériques devenus incontournables au fil des innovations technologiques et en lien avec les évolutions de la société. Et puis cette question de la diversification fait également écho à la question de l'emploi dans les musées. L'augmentation de l'emploi public dans les années 80, mais aussi la précarité avec la multiplication des CDD ou des vacations. Et puis la question aussi de l'externalisation, notamment en matière de surveillance, de médiation, de restauration ou également de tout ce qui a trait au numérique. Alors pour aborder ces questions, nous avons ici un panel représentatif justement de professionnels dans le domaine de l'accueil des publics, de la régie et du numérique. Je voudrais excuser d'ailleurs Odile Join-Lambert qui ne peut pas être présente pour des raisons familiales et remercier Amandine Janson du coup qui la remplace sur un autre sujet au pied levé. Donc pour démarrer, nous allons commencer avec Aude Bruno, donc, qui est responsable du pôle des publics au Château des Ducs de Bretagne, musée d'histoire de Nantes, et donc pour aborder les missions de développement et de diversification des publics à partir de l'exemple du musée d'histoire de Nantes. Merci Alice, et merci à la GCCPF pour cette invitation. Je vais commencer simplement en disant qu'on aurait dû avoir parmi nous également donc Odile Join-Lambert qui a édité récemment un très joli ouvrage qui s'appelle « Travailler au musée, public, gardien et conservateur du Louvre et du British Museum ». Et ayant commencé à travailler à partir de ses écrits en prévision de cette table ronde, du coup, j'ai continué. Donc, je serai amenée à la citer, même si elle n'est pas là. Et évidemment, cet ouvrage, je vous encourage à le découvrir. Alors, donc, le propos d'Odile Join-Lambert s'articule sur la diversification des métiers à l'aune de l'irruption de la question des publics dans le monde des musées. Sa thèse, c'est que ça entraîne des mutations profondes et que la définition des publics devient un enjeu qui marque une évolution des modes de gestion de travail et de l'emploi. Alors, je suis partie de ce propos-là pour travailler sur la notion de public, de manière générale, en faisant un petit retour en arrière, mais en soulignant que le public, dans sa forme abstraite, en fait, cache des publics, et en m'appetantissant un peu sur la question de ces différents publics et de ce que ça incombe d'accueillir ces différents publics, avec l'exemple du musée d'histoire de Nantes. Et puis, plus largement, comment est-ce que l'appréhension de cette diversité, sa traduction dans les missions de développement, de diversification, de développement des publics, s'intègre dans une réflexion plus large sur les enjeux politiques, culturels et sociaux du rôle des musées. Et puis je terminerai rapidement en reprenant cette fois aussi les propos d'Odile Join-Lambert qui
parle, je trouve, enfin, qui aborde un sujet, je pense, assez d'actualité en ce moment, comme quoi le secteur des publics relève majoritairement d'une population professionnelle féminisée, comment l'histoire de l'irruption des publics et de l'évolution des métiers explique ça aussi. Voilà. Je n'ai pas pu imprimer mes notes, donc je suis désolée, ça va être un peu laborieux. Je vais suivre sur mon PowerPoint. Donc, l'évolution de la conception des musées, on l'aborde à travers cet ouvrage. Dès 1927, à l'issue de la réunion de l'EIM, le rôle de l'éducation des musées ne doit pas être vu au prisme de l'instruction et de la moralisation du public, nous dit Odile Jean-Lambert. Donc on est vraiment sur un rôle des musées qui relève de la moralisation de l'instruction, et on mesure le chemin parcouru quand on parle en 2002 de la nouvelle définition des musées. Donc je me base, je recite la définition des musées. Donc vous le savez, les musées de France ont pour mission permanente de conserver, restaurer et étudier les collections, de rendre les collections accessibles au public le plus large, de concevoir, et de mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion, et de contribuer au progrès de la connaissance et de la recherche plus globalement. Donc il redéfinit le rôle et la position du musée face aux attentes de la société en tant qu'acteur et au service du développement et de la démocratisation culturelle. Donc, les musées de France ont pour mission de conserver des collections reconnues d'intérêt public. L'objectif de démocratisation culturelle est inscrit au cœur de la loi, avec la notion d'accessibilité et d'égal accès de tous à la culture. L'affirmation des missions, non seulement patrimoniales, mais aussi d'éducation et de diffusion, et d'obligation d'inscrire la politique tarifaire dans le cadre d'une politique culturelle apparaît clairement. Je suis désolée. Je me sens pas très bien. Je me sens pas très bien. Je suis désolée, mais j'ai eu un début de journée un peu éprouvant. Je vais faire une petite pause. Est-ce qu'on peut inverser? Peut-être on va poursuivre et puis reprendre après. Avec Jérémy, ça va Jérémy? Tu te sens bien? Donc, poursuivons sur la question de l'accueil, oui, avec Jérémy Verès, donc, qui est adjoint du patrimoine, agent d'accueil au Palais des Beaux-Arts de Lille, et qui va nous apporter donc, son témoignage d'agent d'accueil et la diversification progressive des missions d'accueil dans un musée en s'appuyant sur l'expérience du Palais des Beaux-Arts de Lille. Bonjour à toutes et à tous. Alors merci à la GCPF et particulièrement à Alice Fleury pour l'invitation à cette table ronde. Moi, je n'ai pas l'habitude de ce type d'exercice, donc je vais m'accrocher un petit peu à mes notes. Donc, comme Alice, tu le disais, je suis donc actuellement en poste à la borne accueil du Palais des Beaux-Arts de Lille, donc accompagné d'une charmante équipe donc de 2 autres titulaires et d'un responsable d'accueil. Je vais vous présenter brièvement comment j'en suis arrivé là, mon parcours. Donc, je suis entré au Palais des Beaux-Arts en 2015 suite à un contrat de vacation, comme beaucoup d'agents. J'ai enchaîné 3 contrats de vacation avant de passer intérimaire, puis d'être titularisé, enfin stagiairisé, puis titularisé en février 2022. C'est intéressant parce que ça permet de voir un petit peu quels sont les types de contrats qu'on peut trouver au sein des équipes à l'intérieur du musée. J'ai eu la chance aussi, entre 2 contrats de vacation, de participer à un chantier de collection au musée d'histoire naturelle pour 3 mois. Expérience super qui m'a permis d'approcher d'un peu plus près les métiers de la conservation qui m'intéressent hautement. Au Palais des Beaux-Arts de Lille, j'étais un petit peu un couteau suisse aussi à un moment donné, puisque j'ai participé à plusieurs choses différentes. Enfin, j'ai été embauché par différents services. J'ai fait quelques missions pour le service de communication, évidemment surveillance et accueil assez vite.
Et pendant les mois de confinement, alors la version light du confinement, celui où on pouvait sortir de chez nous, j'ai été embauché au service de documentation pour quelques mois. Et pareil, c'était une super expérience. Donc aujourd'hui, je suis venu vous parler de mon expérience relative à l'évolution des métiers des adjoints du patrimoine au musée. Donc pour vous situer un petit peu le contexte, hein, l'organigramme du PBA, j'imagine que ça ressemble à la plupart des musées, mais faut s'imaginer, donc on est divisé en 7 pôles. Donc on a évidemment conservation, communication, rayonnement, marketing, ça c'est un deuxième pôle, projet scientifique et culturel qui est un autre, service des publics. Alors je vais reprendre exactement pardon. Juste vous dire de quoi nous on dépend. Donc la direction de l'accueil et implication des publics. Donc voilà, ça c'est un des pôles dont l'accueil dépend. Et le service des publics évidemment. Donc le tout chapeauté par l'administration sous la direction de Bruno Girvaud, notre directeur. Donc les missions principales des agents d'accueil du musée sont principalement évidemment le renseignement, l'accompagnement, l'information des visiteurs. Ensuite, la prise en charge des groupes, la logistique pour les différentes activités du musée, notamment les visites guidées. Et troisièmement, je dirais principalement la transmission d'informations, parce que je pense que l'accueil au Palais des Beaux-Arts a une espèce de position un peu au carrefour des différentes équipes, qui nous permet d'avoir une vision un peu panoptique, un peu en 360 degrés de ce qui se passe. Donc on est souvent sollicité pour faire passer les informations d'une équipe à l'autre, sachant qu'en plus, vous le savez peut-être, le bâtiment administratif est séparé du musée au Palais des Beaux-Arts de Lille. C'est un bâtiment à l'arrière du musée. Donc aujourd'hui, les agents de la borne accueil sont aussi sollicités, on est aussi sollicité pour des missions un petit peu plus différentes. On sort un petit peu de notre cadre habituel. Je peux citer quelques petits exemples. Aujourd'hui, on fait de la gestion des réservations, par exemple, à l'accueil, ce qu'on ne faisait pas, moi, quand je suis arrivé en 2015. C'est-à-dire qu'on utilise une application qui est l'application qu'on utilise également en billetterie, qui s'appelle GTS, et qui nous permet de prendre des réservations, c'est-à-dire tout simplement qu'une école, par exemple, peut nous appeler ou nous contacter directement à l'accueil, et nous sommes nous à même de leur fournir les documents et de les inscrire directement au planning des réservations. Ça permet d'alléger un petit peu le travail du service réservation qui, il faut le dire, est un peu débordé, parce qu'il y a beaucoup de travail en réservation. Voilà, donc nous, on est tout à fait à même de le faire depuis peu. Et aujourd'hui, on fait également un peu de médiation en tant qu'agent d'accueil. J'y reviendrai un tout petit peu après. Donc, comme je disais, depuis 2015, depuis que je suis arrivé, j'ai pu observer une mutation de nos activités, une implication dans les différents aspects de la vie du musée de la part des adjoints, en tout cas des collègues de l'accueil. Tout ça s'inscrit donc dans une volonté générale à la fois de suivre l'évolution donc de la société, du rapport au public, au pluriel, comme on le rappelait tout à l'heure, et aussi d'impliquer davantage les équipes du musée. Quand je dis les équipes du musée, je parle accueil, surveillance et billetterie. De les impliquer davantage dans la vie des collections, dans la ligne éditoriale, dans le PSC, quoi. Ouais. L'un des indicateurs de la transformation en cours, si je peux dire, c'est le fait que parmi les récents recrutements, on observe, je pense, une polyvalence des agents. On peut presque parler d'une forme d'hybridation de postes.
pour ces derniers recrutements. Bon, par exemple, moi c'est mon cas, je suis à la fois employable donc à l'accueil, en billetterie, mais je peux aussi, comme je disais tout à l'heure, faire d'autres choses et me déporter sur des petites missions de médiation. Donc, par exemple, donc, on fait un peu de médiation avec les outils numériques dont Amandine va certainement parler juste après. Moi, récemment, je me suis déporté sur le département plan relief, qui est un département que j'apprécie beaucoup au Palais des Beaux-Arts de Lille, dont j'ai suivi le réaménagement supervisé par Florence Raymond en 2017, si je dis pas 2019, pardon, merci. En 2019. Et donc je connaissais bien ce département et au départ c'était une initiative personnelle, j'en ai parlé avec la responsable et elle m'a dit qu'il y avait la possibilité effectivement de faire un petit peu de médiation, c'est-à-dire de se poster dans ce département et de proposer aux visiteurs des explications supplémentaires, sachant que le département des plans relief est lui aussi riche de dispositifs, hein. Je pense aux 2 tables notamment 2 tables tactiles qui présentent une numérisation du plan relief de l'île. C'est des outils qui facilitent la médiation, l'exercice de la médiation. À signaler aussi que depuis 2 ans au Palais des Beaux-Arts de Lille, des formations obligatoires ont été mises en place pour l'ensemble des agents d'accueil, billetterie et surveillance. Donc on ne parle pas de formation à l'initiative du CNFPT, on parle bien de formation en interne, voulues par l'administration du musée. Ces formations donc, ont commencé, je crois, au moment du confinement, justement, confinement allégé. Au départ, il s'agissait de rencontres entre les équipes de conservation et justement accueil, billetterie, surveillance. Il y a eu par exemple des visites de réserve qui ont été organisées à l'époque. Il faut savoir que c'était la première visite de réserve pour certains agents qui étaient là depuis plus de 20 ans au musée. Donc c'était un petit événement. Je sais que ce n'est pas facile d'organiser des visites de réserve. Voilà, pour diverses questions. Moi j'étais ravi et je pense que pour beaucoup de collègues c'était chouette. Ouais. À savoir aussi que ces formations s'inscrivent dans le cadre de la loi sur les 1607 heures, hein, puisque depuis janvier 2022, comme vous le savez certainement, l'ensemble des agents territoriaux ont vu leur planning de travail être un petit peu modifié afin d'arriver à un volume horaire satisfaisant aux yeux de ceux qui ont voté cette loi. Quoi qu'il en soit, l'administration du musée s'est donc posé la question de l'usage de ce temps supplémentaire. Et suite à quelques négociations avec les syndicats, il a été décidé à la fois de fermer le musée un peu plus tard, donc de nous faire finir à 18h30 au lieu de 18h15, donc à 15 minutes en plus, de programmer des ouvertures anticipées pour les scolaires et les fameuses formations dont je parlais juste avant. Donc dans ce cadre-là, il faut s'imaginer que ça n'a pas suscité évidemment que des réactions enthousiastes de la part de l'ensemble des agents. Sachant que ça veut dire travailler plus et gagner autant. Et qui plus est que ces formations sont souvent organisées les lundis matins, qui est normalement un moment non travaillé. Et il faut imaginer aussi qu'après une semaine de travail plus un week-end, puisqu'on travaille les samedis dimanches, c'est parfois pénible pour les agents de venir travailler les lundis matins. Je ne suis pas là pour me faire le porte-parole des collègues, mais il faut évoquer, je crois, certaines oppositions et le cadre dans lequel les mutations de ces métiers s'effectuent. Sachant qu'en plus la taille des effectifs du musée, je ne sais plus à combien d'agents, on doit être à une 40aine d'agents de surveillance, quelque chose comme ça, ouais. Plus 7 en accueil billetterie, des profils très différents, hétérogènes, etc. Ça ne facilite pas le fait d'adapter ces formations aux besoins et aux envies de chacun. Bon, en tout cas, pour ceux dont je fais partie, qui ont une accointance avec les collections, avec la vidéocollection, et plus généralement avec les beaux-arts, ces formations ont souvent été satisfaisantes. Ça leur a été, par exemple, l'opportunité de suivre d'assez près le chantier, l'évolution du réaménagement du Moyen-Âge Renaissance, un magnifique département que je vous invite à visiter au Palais des Beaux-Arts si vous ne l'avez pas encore fait, qui était réaménagé dans le cadre du étape 3 du PSC. Donc je vais conclure. Je pense que
on doit y aller. En disant que le musée, que le Palais des Beaux-Arts de Lille suit d'assez près donc l'évolution de la société, les mutations de la société. Il le montre tout à fait par ses projets d'exposition. Et je crois qu'il le montre aussi, en tout cas il tente, dans le rôle et les missions qu'il veut attribuer à ses agents. Le musée reste un lieu qui fait rêver, autant comme un lieu de visite pour le public que pour les personnes qui ont l'aspiration à y travailler. Il y a un vrai pouvoir d'attraction de ce point de vue-là. Donc, je dirais... Oui, une chose, il faut quand même peut-être effectivement se poser la question du statut, des contrats, etc. Je vous renvoie simplement à un article de Marine Vasolers qui s'appelle « Dans les musées, la précarité généralisée de l'emploi », qui est paru le 6 octobre 2022 dans le Quotidien de l'Art, Marine Vasolers, et qui parle justement de cette situation et des différents statuts et des contrats qui n'est pas toujours idyllique, c'est sûr. Mais en tout cas, je pense que diversifier les missions pour impliquer les agents et préserver, améliorer parfois les conditions de travail me semble être les clés pour maintenir ce pouvoir d'attraction. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Jérémy pour ton témoignage qui reflète effectivement l'évolution des missions d'agents d'accueil, qui est une mission tout à fait centrale, évidemment, puisque c'est le premier contact avec les visiteurs. Nous allons poursuivre avec Amandine Janson, donc, qui est chargée de projets numériques au Palais des Beaux-Arts de Lille, donc dans cette table ronde où le Palais des Beaux-Arts de Lille est surreprésenté, et qui va nous parler de l'évolution des métiers liés au numérique, un numérique qui occupe une grande place dans notre musée, et justement comment ces métiers impactent aussi l'expérience de visite des collections du Palais des Beaux-Arts. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, dans le cadre de cette thématique sur la diversification des métiers, un sujet qui est directement aussi en lien avec celui des publics qu'on a évoqué à l'instant, et de l'accueil des publics, et plus largement de la médiation, puisqu'il est question pour moi comme pour d'autres de faire le lien entre le public et l'œuvre. Et le numérique est un des moyens, et certainement pas le seul, mais en tout cas, il a pris sa place depuis quelques années. Et donc, je vais vous montrer juste en quoi il est présent aujourd'hui, et en quoi il impacte aujourd'hui l'expérience de visite. Donc voilà un petit peu comment on pourrait schématiser ce que représente un musée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a bien sûr son identité physique, sa singularité de par la nature de ses collections qui sont tout à fait uniques, le bâtiment qui joue aussi son rôle forcément, et donc le public ou les publics dont on parlait à l'instant, c'est l'audience, l'audience réelle, c'est-à-dire les visiteurs qu'on compte à l'accueil ou en billetterie. Mais aujourd'hui, le musée, c'est aussi une présence en ligne pour beaucoup, en tout cas la grande majorité, avec pour la plupart d'entre eux un site internet, et puis une présence sur les réseaux sociaux. Et donc c'est pas du tout négligeable, même si on ne fait pas partie d'une équipe impliquée directement dans cette question numérique, de prendre en considération ce public virtuel, parce que il n'est pas certes exactement le même que le public réel, mais en tout cas il faut le prendre en compte. Dans le but bien sûr de le faire venir un jour au musée. Rapidement, je ne vais pas détailler, mais une frise un petit peu chronologique pour vous montrer la manière dont le musée, le Palais des Beaux-Arts a pris ce grand virage numérique. À l'origine, en 2007, c'est la création du premier site internet, et aujourd'hui, en 2022, on va aborder le deuxième chantier de refonte. Donc ce sera en 2023 le troisième site internet du musée. Entre deux, le musée s'est doté des outils usuels d'aide à la visite, donc le visio-guide, un parcours sur tablette tactile. Donc là, c'est le détail des outils, mais je repense en termes de... Si on se place du côté métier,
je pense qu'il y a un virage qui a été pris en 2011, ce qui est quand même relativement tôt, parce qu'il y a eu la création d'un poste, je pense à l'arrivée de Florence Raymond dans notre équipe, qui a bien sûr des compétences en termes de conservation et de gestion de collection, mais qui avait dans l'intitulé de son poste la charge de ce qu'on appelait à l'époque le multimédia. Et donc là, voilà, déjà, c'était intégré et dit comme tel dans l'organigramme, et ça voulait dire quelque chose, je pense, de la place du numérique au sein de l'équipe des conservateurs et de la stratégie plus globalement du musée. Alors pour définir rapidement le numérique au Palais des Beaux-Arts, j'ai relevé trois axes essentiellement. Il a pour vocation avant tout la valorisation des collections. Ça a été le point de départ de tout, ça l'est encore aujourd'hui. Là où à d'autres endroits on peut développer généralement, on fait plus d'efforts sur des événements temporaires et ça peut représenter parfois des investissements en temps homme et en coût financier important pour un événement qui va durer quelques mois. À l'inverse, le musée a fait le choix d'investir dans des outils in situ qui vont accompagner le visiteur dans sa découverte des collections et qui ont pour but premier de valoriser les objets qu'il va voir. Ensuite, comment il est imaginé et mis en place, ce numérique au musée ? Eh bien, il est co-construit. Le poste, aujourd'hui, dans le cadre d'une réorganisation des services, vient d'être rattaché à la direction des collections, donc sous la direction d'Alice. Mais c'est relativement récent, puisqu'auparavant, il était rattaché à la direction de la communication et du développement. Dans d'autres musées, c'est du côté des publics. Enfin, je pense qu'il n'y a pas deux cas de figure identiques. Chacun cherche un peu sa voie dans ce domaine-là. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui, il est rattaché aux collections, mais les réseaux sociaux restent du côté communication, par exemple. Donc, dans tous les cas, il est partagé. Et tout ça pour dire aussi que, même si j'ai en charge aujourd'hui ce poste, c'est aussi le résultat d'un cheminement, puisque j'ai occupé d'autres fonctions. Et donc, on ne s'improvise pas, je vais dire, expert en numérique. Je veux dire, à part aujourd'hui peut-être des écoles, bien sûr, qui forment les jeunes à tous ces métiers. Mais dans les musées, ce sont très souvent des personnes qui étaient déjà sensibilisées aux questions de la médiation et qui ont pris en charge quelque part l'outil, si j'ai envie de dire. Mais sur l'éditorialisation des contenus, la manière dont on parle des œuvres publiques, voilà, c'est pas le numérique qui a amené ça. Bien sûr, ça existait depuis bien longtemps. Et donc cette transversalité, elle se retrouve au quotidien, puisque pour les réseaux sociaux, on a des comités éditoriaux hebdomadaires. Pour les outils d'aide à la visite, c'est co-construit avec le service des publics. Enfin, voilà, ça c'est au quotidien. On n'est pas isolé dans un bureau à jouer à l'expert, quoi. Ça n'existe pas. Et ensuite, dernier point, je voulais aussi insister sur le fait que chaque outil, tout au long de son processus de construction, mais aussi une fois qu'il est mis en place, il sera évalué. Et s'il est évalué, ça veut dire aussi qu'il sera corrigé. C'est-à-dire que l'outil n'est jamais parfait au moment où il sort, où il est mis en place. Il y aura forcément des ajustements et il faut avoir l'humilité, en quelque sorte, de l'accepter. Je vais passer un peu rapidement sur le réseau puisque je viens de vous en parler. On ne va pas détailler les chiffres, mais ce que je voulais vous expliquer, c'est que derrière chaque réseau social que vous voyez là, il y a une personne différente. C'est-à-dire qu'au musée, on a fait le choix de ne pas recruter un community manager qui va gérer l'ensemble des comptes et poster, cross-poster, comme on dit aujourd'hui, un message sur X plateforme. Mais derrière chaque réseau, il y a une personne qui va dire les choses à sa manière et avec les codes propres à chaque réseau social. Donc oui, on se réunit une fois par semaine, on définit le calendrier éditorial, les sujets, on partage les ressources, photos, vidéos, etc. Et ensuite, chacun va les mettre en ligne selon les codes propres à chaque réseau social. Et ça, déjà, ça nous permet aussi de partager la charge, puisqu'on publie tous les jours de l'année, 365 jours par an. Donc vous imaginez que, même si les sujets ne manquent pas, ça demande quand même du temps. Donc voilà, et ça marche plutôt bien. Aujourd'hui, si on doit s'arrêter sur un de ces réseaux sociaux, je dirais que c'est Instagram qui a la croissance la plus forte et la plus rapide. Ça nous a permis aussi de rencontrer
la communauté de nos followers, puisqu'on a déjà réalisé plusieurs fois des événements qu'on appelle Instamit, où il y a des genres de marathon de la photo sur 1 ou 2 jours où on réunit une communauté. Donc j'en reviens à ce que je disais au début. Derrière ces communautés virtuelles, il y a des communautés réelles, et donc c'est toujours intéressant de s'adresser à eux directement et de les inviter à des petits moments comme ça un peu privilégiés pour faire créer du lien et pour qu'ils deviennent eux aussi les ambassadeurs du musée. Sur place au musée, il y a différents espaces qui accueillent aujourd'hui des dispositifs numériques. C'est le cas notamment depuis 2017 puisqu'on a rénové entièrement l'atrium, qui est ce grand espace central au rez-de-chaussée du musée qui fait environ 1000 m² et dans lequel on a complètement redéployé l'ensemble des services. C'est important de dire aussi que tous ces espaces sont en accès libre et gratuit. Donc voilà, les gens viennent, traversent le lieu, n'ont pas forcément pris de billet au musée, mais ils ont accès à ces espaces-là. Il y a un espace consacré aux images en gigapixels et en face des tables tactiles qui regroupe un certain nombre de contenus complètement accessibles. Et dans ces espaces-là, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'a pas su forcément maintenir, mais qui était le cas à l'ouverture. Il y avait, au moment de l'ouverture de l'Atrium en 2017, il y a eu de la médiation humaine, là pour le coup, dans ces espaces-là. Et ça dope considérablement le taux de prise en main des outils. Et ça, c'est important de le dire et de le redire. Et de défendre aussi les postes de médiateurs autour du numérique, puisque, il ne faut pas se leurrer, le numérique, ça fonctionne rarement tout seul. En tout cas, ça marche toujours beaucoup mieux dès lors qu'il est accompagné. Il y a encore certains publics, il y en a qui vont se ruer sur les écrans, les tablettes ou autres, et il y en a encore d'autres qui ont une certaine appréhension de peut-être pas savoir manipuler comme il faut, ou qui peuvent être intimidés par ce genre d'outils. Et il suffit qu'il y ait un dialogue qui s'instaure entre le médiateur et le visiteur. Et là, ensuite, le médiateur, il a aussi pour rôle de rendre le visiteur ensuite autonome dans sa prise en main de l'outil. Mais voilà, c'était important de le dire. Bon, alors, c'est des efforts qui ont été faits en termes de gestion des ressources humaines. C'est des efforts qui ont été faits au moment de l'événement, de la réouverture d'un espace, qu'on n'a pas forcément pu maintenir sur la durée. Mais en tout cas, en termes de taux de prise en main et d'occupation des outils, ça fait une grosse différence. C'est un petit schéma que j'avais trouvé intéressant sur le rôle du numérique dans le schéma de visite. Donc l'outil d'abord intrigue le visiteur. Le but ensuite, c'est de le séduire, d'entrer en interaction avec lui pour qu'il s'engage, qu'il devienne lui-même acteur dans son comportement, acteur de sa visite. C'est encore mieux s'il partage son expérience, d'où l'utilité des réseaux sociaux. Et ensuite, cette expérience de visite, elle va lui laisser une trace plus ou moins durable du lieu, des œuvres qu'il aura découvertes. Les gigapixels fonctionnent très très bien à ce titre, puisque c'est une technologie qui avait déjà été un peu éprouvé quand on l'a choisi, mais pas dans énormément de lieux, puisque la plupart des musées qui ont des gigapixels les proposent essentiellement en ligne. On a la chance, nous, d'avoir un espace. Là, c'est quelques images des séances de prise de vue. Les prises de vue se déroulent en salle. Bon, là, c'était pendant la période de confinement, mais on l'a déjà fait pendant des périodes d'ouverture au public. C'est tout à fait faisable. Donc, ça ne nécessite pas de manipulation trop compliquée. Là, ça fait partie des dernières œuvres qui ont été photographiées en gigapixels, puisqu'on en a 5 nouvelles dans la collection qui sont consacrées aux collections du Moyen-Âge et de la Renaissance. Donc là, ce que vous voyez, ce sont uniquement les images, mais bien sûr, ces images sont accompagnées de contenu. L'image seule, je ne dis pas qu'elle ne dit rien, mais en tout cas, en termes de médiation, c'est toujours mieux si c'est accompagné de contenu. Donc au gré des navigations dans l'image, il y a des petites bulles comme ça de contenu qui apparaissent. Ça ne veut plus. Ouais, c'est bloqué sur l'enfant Jésus. Bruegel. Bon, je passe. C'est un espace moi, chaque fois que je passe dans le musée que je traverse, il est occupé. En général, il est occupé en tout cas plusieurs heures par jour, puisqu'on a un outil, et ça c'est aussi intéressant, et on le met ça systématiquement dans nos cahiers de charges. C'est indispensable d'avoir des outils de relevé statistique pour tous les outils, qui nous permettent ensuite d'analyser le taux de prise en main, le temps d'occupation, combien de temps les
les gens passent sur l'outil, etc. Donc ça, c'est forcément, Bruegel se prête particulièrement bien à l'exercice. C'est un outil qui marche très bien parce qu'il est très simple d'utilisation. Les deux principaux gestes sont le zoom et le dézoom, qui sont à la portée de n'importe qui. Ça marche très bien, notamment sur un public famille. Les enfants sont très fiers de montrer à leurs parents qui savent s'en servir, généralement. Voilà. C'est un espace qui est amené à évoluer. On a généralement entre 5 et 6 nouveautés par an. Et il est question aujourd'hui de créer un deuxième espace à titre d'espace expérimental à l'étage, cette fois-ci. Alors pas avec 3 écrans, mais un seul. L'idée, c'est aussi de créer un petit espace comme ça de respiration, de pause à l'étage des peintures, qui est quand même relativement vaste et qui ne dispose pas d'outils numériques pour l'instant. Il y aura également une version hors les murs et une version multilangue, puisqu'aujourd'hui c'est disponible en français uniquement. Le modèle 3D du plan relief de Lille, c'est un autre de nos outils. Je vais aller plus vite. Qui marche aussi particulièrement bien, puisque là, il répond à une contrainte de conservation, puisque les objets sont sous vitrine et qu'on ne peut pas les approcher. Donc là aussi, forcément, le numérique vient au secours de cette médiation, pas impossible, mais en tout cas qui est sous contrainte, on va dire, en salle. Et donc la numérisation du plan relief de Lille permet aujourd'hui de le voir en détail dans 2 écrans qui sont de part et d'autre de la vitrine, et il y a entre 70 et 75 points d'intérêt. Ce que vous voyez là, c'est la ville contemporaine qui se superpose à l'objet du 18e. Là aussi, je passe rapidement sur les statistiques. Et puis voilà, sur le fait qu'au musée, on aime interroger le public. Et le public prend part aux décisions, parfois en termes de choix. On organise des enquêtes en ligne. Et là, c'était un sondage sur le choix des futurs gigapixels, où on a eu à peu près 300 réponses. Et dernièrement, une enquête en ligne sur la future refonte du site web, qui nous a aussi pas mal guidés dans l'élaboration du cahier des charges. On travaille aussi en collaboration avec des universités où on fait des enquêtes approfondies, notamment donc sur le numérique, mais pas que. La dernière évaluation s'est faite sur la refonte des cartels, qui est aussi un sujet. J'arrive au bout. Je vais arriver à ma conclusion. Voilà. Donc, en résumé, la médiation numérique, bien sûr, elle permet de diversifier les approches, de toucher une audience de plus en plus large, mais ce n'est pas une fin en soi. Donc, effectivement, numériser des collections, proposer une visite virtuelle ou alimenter les réseaux sociaux, ça ne suffit pas. Il s'agit d'un processus plus complexe qui, au Palais des Beaux-Arts, en tout cas, est partagé, est discuté, est régulièrement remis en question. Et c'est pour ça que ces outils numériques-là, ils doivent être aussi articulés avec les autres outils qui sont mis en place dans une démarche toujours innovante, mais l'innovation ne passe pas forcément par la technologie. Et on a parfois des idées qu'on peut appeler low-tech et qui sont tout à fait équivalentes en termes d'efficacité. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'être accessible, inclusif et durable. Merci Amandine. Est-ce que nous avons retrouvé Aude ? Oui. D'accord. Donc nous avons retrouvé Aude qui va intervenir peut-être plus brièvement du coup. Oui, alors je suis désolée pour cette sortie très théâtrale. Tout à l'heure, j'ai fait un malaise. Donc je reviens. Je vais en 3 mots. Je ne vais pas du tout reprendre tout ce que je voulais dire parce que ce serait trop long et on se mettrait en retard. On l'est déjà. Non, simplement, ça me paraissait important de développer un propos à partir des différentes définitions du musée et de la place croissante des publics, mais aussi de la terminologie qui est employée pour définir la manière dont on envisage ces publics, de l'accessibilité à l'inclusion, de la
démocratisation culturelle, à la participation de communautés. Derrière, en fait, ce sont des notions qui sont extrêmement... qui sont parfois opposées, qui ne veulent pas dire la même chose. Et dans l'application sur le terrain au service des publics, ça induit des ajustements permanents. On ne travaille pas du tout avec des publics avec un cadre conceptuel, celui de la démocratisation culturelle, comme celui, par exemple, des droits culturels, qui sont au niveau de Nantes Métropole le nouveau cadre dans lequel on doit s'inscrire, nous, au niveau des musées, par exemple. Donc voilà, c'était... Bon, j'écrirais, Christophe Ittal m'a proposé d'écrire quelque chose à l'issue du colloque. Donc voilà, vous pourrez lire à l'issue du colloque ce que je voulais vous dire, qui était très intéressant. Voilà, c'était simplement... Voilà, et pour aussi indiquer à quel point les équipes qui portent ces compétences, ces actions. Alors au musée d'histoire de Nantes, c'est accueillir un public touristique avec des dizaines de milliers de touristes, dont un quart d'étrangers pendant la haute saison de tous les pays du monde. C'est un site qui est accessible, labellisé Tourisme et Handicap depuis sa création. C'est un site qui est une forteresse, donc qui doit sortir de ses murs et aller au-delà de ses murs pour aller voir les publics, que ce soit en milieu carcéral, en EHPAD, dans des écoles, dans les quartiers prioritaires, etc. C'est un site qui est protéiforme et qui va s'adresser à tous. C'est un site qui met l'intergénérationnel et la famille au cœur de son projet, etc. Donc, les équipes qui portent ces projets doivent avoir affaire à des ajustements permanents et déployer une palette de compétences qu'il est complexe de trouver et qui est... sans doute peu valorisé, puisqu'on connaît, notamment sur la médiation et l'accueil, la précarité des situations professionnelles. Et pour reciter Odile Join-Lambert, que je n'arriverai décidément pas, et qui en fait s'inscrit dans quelque chose de long terme, depuis une centaine d'années, où les femmes de conservateurs prenaient en charge les publics. On est toujours dans le soin, sur les publics, dans le soin, l'attention à, c'est très genré comme approche. Donc les femmes de conservateurs prenaient ça en charge. Ultra compétentes et surdiplômées pour ça. Et encore aujourd'hui, on a des équipes qui sont extrêmement diplômées, qui peuvent mettre en place des choses avec une réactivité, on l'a encore vu pendant le Covid, tout à fait stupéfiante, et qui sont quand même dans un cadre qui n'est pas encore complètement ni structuré ni valorisé. Voilà. Merci Aude. Je te laisse reprendre ton souffle. Après la question de l'accueil des publics, du numérique, on va aborder la question de la régie des œuvres, donc avec Hélène Maigret-Philippe, qui est chef du service de la régie des œuvres au département des antiquités grecques, étrusques et romaines au Louvre, et donc qui va nous parler de la manière dont la profession de régisseur s'est imposée depuis déjà quelques années, la manière dont elle s'est professionnalisée aussi et spécialisée. Alors, merci Alice. Merci tout d'abord à la GCCPF pour... On m'entend ? Oui. Pour votre accueil. Je suis très honorée de parler aujourd'hui ici de la régie des œuvres. Alors, la profession s'est professionnalisée et on va voir elle peut se super spécialiser dans certains... En tout cas sur certains secteurs, mais quand même, on se retrouve aussi un peu dans ce que disait Aude. Voilà, donc d'où le grand plaisir d'avoir à parler devant vous. Alors, est-ce qu'il y a celui-là ? Voilà. Alors, je me suis d'abord posé la question pourquoi ce thème de la diversification des métiers, etc., dans un colloque sur le centenaire de l'association.
Alors, je citerai tout d'abord Juliette Raoult-Duval, puisqu'il y a une soirée débat, un cycle soirée, enfin, qui dans le cadre du cycle des soirées débat de déontologie a consacré un thème aux professionnels des musées. Donc le 19 mai 2022, il y a un petit carnet qui a été édité, qui est sorti à cette occasion. Juliette Raoult-Duval disait « Parce que la conservation des collections est l'affaire de tous ». Et je trouve ça très important, et on le voit là avec les interventions de mes collègues, à la suite de toutes les interventions qu'on a eues ce matin, extrêmement riches. Donc il y a l'affaire de tous dans tous les pays, et il est de première importance de réfléchir à ce qu'est un professionnel de musée aujourd'hui et à la définition d'un titre professionnel. Voilà, et ces questions permettent de se poser touchent à la fois au développement des métiers, à leur professionnalisation, à la question des organisations, en l'occurrence des musées et des institutions muséales, à la question de l'externalisation, on l'a vu tout à l'heure, de la formation, de la politique même des musées, et je dirais même alors j'ai mis bien-être, mais c'est pas le terme, mais à la vitalité du secteur, en fait. Voilà, un musée qui va bien est un musée qui a de bonnes équipes et qui sont heureuses de faire ce qu'elles font. C'est un thème d'actualité également, puisqu'en fait, j'ai le plaisir de vous présenter le manuel de régie des œuvres. Je ne sais pas si on le trouve déjà en librairie, mais si ce n'est le cas, ça le sera incessamment, qui est paru sous la direction de Sophie Daines-Diallo et Hélène Vassal, qui se fera un plaisir de vous le présenter dans d'autres occasions. Et c'est vraiment une somme de toutes les questions relatives à la conservation par le prisme de la régie, et pas que, puisqu'il y a un des intervenants de tous nos domaines. Et c'est l'occasion vraiment de faire le point notamment sur la profession et les pratiques. Et ce travail, ces réflexions que je vous partage aujourd'hui résonne beaucoup dans mon quotidien de chef de régie au musée du Louvre, qui pose des questions d'organisation, de bien-être au travail aussi, et de reconnaissance du métier, de reconnaissance des compétences. Voilà, il m'a paru important de rappeler l'historique rapidement du métier de régisseur, parce que je pense que maintenant, vous savez, tout le monde sait ce qu'est un régisseur dans le monde des musées. Par contre, on connaît moins l'historique. Donc c'est une fonction qui est apparue aux États-Unis dès les toutes premières traces, et je me suis appuyée sur le premier chapitre qu'a rédigé Hélène Vassal pour vous restituer cette histoire. Mais la toute première mention date de la fin du 19e siècle aux États-Unis. Donc sous forme du terme de registrar, qui était la personne qui intervenait aux côtés du conservateur pour inventorier, cataloguer les collections et permettre aux conservateurs de se consacrer à l'étude et bien sûr à la conservation des collections. C'est un métier qui s'est développé assez rapidement aux États-Unis. Alors on n'a pas la date de création de leur association. Mais pour exemple, le premier registre le Museum Registration Method, date de 1958. Donc c'est quand même assez ancien aux États-Unis, beaucoup plus récent en Europe. Le groupe de régisseurs anglais s'est constitué en 1992, alors qu'en France, les premiers services de régie apparaissaient à peine une décennie plus tôt, avec les grands projets, notamment le projet du Centre Pompidou qui a ouvert en 1976, je crois, ou 1974, et le musée d'Orsay en 86, si je ne me trompe. La création de la FROA est un peu plus, date de quelques années après celle donc la FROA, l'Association française des régisseurs d'œuvres d'art, avec qui je pense l'association est peut-être en partenariat, ou l'a été. Donc sur 3 thématiques, affirmer l'identité professionnelle de ses membres, je crois que vous vous retrouvez également dans cette définition, assurer la promotion de leurs compétences et faire connaître le métier en France et à l'étranger, à une période où le métier était encore assez rare. Puisqu'en fait, il existait dans quelques grands musées nationaux, dans quelques musées territoriaux,
mais il était encore loin d'être présent dans toutes les institutions. Alors, c'est un métier qui s'est structuré aussi, même si, voilà, de façon pas encore assez, on va dire, assez satisfaisante, mais il a été intégré en 1999 comme une option au concours de chargé d'études documentaires. Donc voilà, c'est bien. C'est encore, en fait, c'est pas tout à fait le même métier. Je pense que vous l'aurez compris. Et c'est mieux que rien, voilà. En 2000, il a fallu attendre vraiment 2000 pour que l'Observatoire des métiers du ministère définisse le métier de régisseur. Donc, selon 3 grandes missions, la planification et la gestion des opérations liées au mouvement des œuvres sur les plans techniques, administratifs et financiers, l'encadrement et la mise en place, le montage et le démontage des expositions temporaires dont il a la responsabilité technique, et l'évaluation des risques liés au mouvement des œuvres par l'application de prescriptions de conservation préventive. Donc on parlait déjà des rapports assez proches entre préventeurs, à l'époque on ne parlait pas de préventeurs, mais entre, on va dire, restaurateurs qui exerçaient la conservation préventive, parce qu'on en était encore là en 2000, et la régie. Et en 2001, les journées débat de l'ARAFU, l'association de restaurateurs d'art et d'archéologie de formation universitaire, a permis la reconnaissance du métier en faisant intervenir justement Hélène Vassal, qui s'est beaucoup intéressée à la question et a beaucoup fait pour la structuration du métier de régisseur. Donc c'est un développement. Alors, je suis désolée, j'ai l'impression d'arrêter un peu parce que j'étais prise par. J'avais peur de ne pas tenir dans les 10 minutes, et d'ailleurs ça risque d'être le cas. Donc j'ai l'impression d'être à la fois trop synthétique. Voilà, j'espère que je le suis quand même pas trop. Mais pour aller très vite, donc le développement du métier de régie, on l'a bien compris, est lié intrinsèquement à la multiplication et à la complexification des mouvements d'œuvre. À la fois dès les années 67, en 67 avec l'exposition Toutankhamon et son temps. Alors j'ai cru comprendre que vous aviez eu une intervention sur le sujet hier, qui en fait reste une exposition, on dirait blockbuster maintenant, avec un nombre de visiteurs très élevé et qui a sans doute, c'est pas sans doute, qui a été un des déclencheurs du développement de la régie des œuvres en France. Mais également le développement de grands projets, donc le Grand Louvre, Musée Guimet, Mucem, et tant d'autres sur le territoire. Également les chantiers de collection. Je pense au musée du Quai Branly, dont je viens, mais on connaît plein d'autres exemples tous. La mise en place également des plans de sauvegarde d'œuvres et pas de plans de sauvegarde, on va rester sur ce terme, et de plans de prévention de risque d'inondation. On voit maintenant que des régisseurs se sont vraiment spécialisés sur certains domaines, alors par le biais des recrutements, des vacations, des contrats, mais certains régisseurs, je pense au service de conservation préventive du musée du Louvre, sont vraiment des régisseurs très intrinsèquement liés à la conservation préventive. Voilà, et deux autres éléments de développement du métier de régisseur ont été l'attention croissante à la conservation préventive, mais également la maîtrise des coûts et des risques, pour essayer d'atteindre un risque minime, si ce n'est le risque zéro. Voilà, donc une fonction qui est devenue maintenant presque incontournable dans les musées, avec le développement de formation initiale diplômante. Je pense au Master 2 de l'École du Louvre qui existe depuis 2006. Le Master de régie des œuvres, alors c'est pas le terme exact, mais à l'Université de Picardie-D'Amiens qui est un peu plus récent. Je pense également, il y a un Master à Bordeaux également qui pratique la régie des œuvres et ailleurs dans le sud, mais je n'ai pas vérifié, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Le développement de formation professionnelle, on l'a vu tout à l'heure, les régisseurs sont je pense une partie importante du public de l'INP, de la RAFU et de tant d'autres associations qui proposent de la formation continue.
Oui, également un sujet qui m'interpelle, mais qui me questionne de plus en plus, effectivement maintenant, enfin c'est pas qui me questionne, mais que je trouve intéressant, c'est la présence maintenant de régisseurs dans les groupements de restaurateurs, de régisseurs, mais également de techniciens de conservation préventive. Alors là, qui est un métier encore moins structuré, mais on voit bien là par ces groupements de restaurateurs qui s'adjoignent les compétences d'un régisseur ou de technicien de conservation préventive, la spécialisation des métiers et aussi l'adéquation entre peut-être des compétences, des savoir-faire et puis aussi il y a une question de coût dans ces groupements. On peut aussi évoquer le nombre croissant de régisseurs en freelance ou alors chez les transporteurs qui tentent de s'implanter dans les chantiers de collection. Donc là, on touche encore une fois à l'externalisation. Est-elle souhaitable ? Je ne suis pas certaine, mais voilà, je viens de 2 établissements très différents de ce point de vue. Le musée du Quai Branly, où il avait été fait le choix d'une externalisation presque totale. Et le musée du Louvre, où on a encore des ateliers en interne. On y reviendra. Donc, je vais passer parce que ça vous connaissez. Pour me concentrer sur les régies d'œuvres au musée du Louvre. Alors, au musée du Louvre, on a une régie d'œuvres par département. Donc 8 régies d'œuvres, bientôt 9, avec le département, le DAPCO. Ces régies sont au plus près des conservations. Il y a eu un temps assez récent où on parlait encore de centralisation des régies des œuvres du musée du Louvre. Alors ce projet est abandonné et ça, c'est vraiment une excellente chose parce que pour revenir sur l'exemple du British, c'est un parti pris qui a été fait par le British Museum et on voit très bien sur les prêts que ça fonctionne quand même pas très bien puisque le British Museum, dès le printemps, ferme sa liste de prêts des œuvres pour l'année suivante en disant que c'est complet. Et il y a une articulation des régies qui est vraiment complexe au British Museum. On a également donc des directions support avec un service conservation, une direction de la recherche et des collections et une direction de la médiation et de la programmation culturelle. Donc de la première dépend le service de la conservation préventive qui comprend des restaurateurs et des régisseurs. Alors ils sont très peu, je crois. Ils sont 2 ou 3. Ils sont 2 ou 3 par. Ils sont 3 restaurateurs et 3 régisseurs qui travaillent en complète synergie avec nous, avec les régisseurs de département et avec les conservations de département, bien sûr. Ils nous accompagnent sur des thèmes spécifiques de conservation préventive transversaux, l'anoxie, l'entretien, le dépoussièrement des collections hors normes, des sujets comme ça. Et sur les chantiers de collection aussi, notamment c'est eux qui rédigent et passent nos marchés de collection, de chantiers de collection. La DMPC, elle, on travaille beaucoup avec les équipes de la DMPC puisque c'est elle qui regroupe les 13 ateliers du musée du Louvre, ateliers techniques, donc les marbriers, les installateurs, les supports muséographiques, le transport qui est réduit à peau de chagrin, mais voilà, qui existe encore. On a 13 ateliers comme ça, les tapissiers, etc. Donc là aussi, on voit on a des monteurs, des monteurs objets d'art et des métalliers. Donc là, c'est vraiment une hyperspécialisation des métiers du musée qui est vraiment toujours internalisée au Louvre et c'est très bien. Ces ateliers sont visibles lors des Journées européennes du patrimoine. Je vous invite à aller les visiter sur les prochaines journées qui sont maintenant dans un an. Et on travaille également de façon très étroite avec le centre de conservation donc, de Liévin, que vous avez visité hier, qui nous accompagne de façon privilégiée et soutenue pour aller travailler sur nos collections à Liévin, puisque ça, c'est quand même un grand changement pour les équipes du Louvre. Alors, changement qui est compliqué, hein, je pense qu'on m'a déjà posé la question tout à l'heure et je vais l'aborder franchement. On est très contents, les collections sont vraiment et après je fais vite, les collections sont dans de meilleures conditions, il faut le dire clairement que précédemment.
Maintenant, l'éloignement est quand même très compliqué à gérer, notamment en termes de prêts, d'aller voir sur les collections, de vérification. Alors, tant pour la conservation que la régie et même la documentation, ça c'est sûr que c'est compliqué. En revanche, je dirais le point positif, c'est que ça nous oblige à parler entre nous, à nous rencontrer dans le train, à nous rencontrer à la maison d'hôte, puisqu'on est une maison d'hôte, voilà. Mais ça pose aussi le sujet de la responsabilité, jusqu'à quel point on délègue la responsabilité des collections. Et c'est des sujets dont on parle beaucoup, nous, avec la conservation aux AGER. On est un département qui allons beaucoup à Liévin par rapport aux autres. Et on lâche peu de choses, mais il n'empêche que c'est compliqué. Voilà, pour faire vite, c'est une équipe de 8 personnes dédiées par collection, donc 2 régisseurs collection romaine, 2 régisseurs collection grecque, plus on a en charge la gypsothèque de Versailles, donc les plâtres, la collection de plâtres 17e, 19e, et un régisseur des collections étrusques, plus un régisseur en charge des dépôts. Voilà, et chaque régisseur est référent sur un sujet transversal, la restauration, les prêts et dépôts, la base de données, les chantiers de collection. Voilà, donc on a beau être 8, je vous assure qu'on ne s'ennuie pas. Et on a l'impression au quotidien de ne pas forcément avoir les moyens des ambitions, des projets qu'on gère. Voilà, et notamment, alors oui, j'abordais rapidement la polyvalence. Ces régisseurs sont répartis par collection, mais sont néanmoins très polyvalents. Et on essaie de travailler plus en mode projet, ce qui est compliqué parce que les projets glissent beaucoup. On a eu d'importants projets muséographiques ces derniers temps, mais très importants, la refonte du palier d'Olympie, la salle de Diane, le nouveau parcours de la galerie Campana, des collections de vases grecs, les nouvelles salles étrusques, voilà, phase 1 et phase 2, et les collections romaines, le nouveau parcours des collections romaines qui va glisser un peu puisqu'il est... La nouvelle présidente, Laurence Descartes, souhaite le lier au projet de Byzance, et donc on fait un seul projet, le DAPCO. La maintenance des salles aussi, qui est complexe au Louvre et qui est très lourde. Voilà, le tout à effectif constant. Donc la complexité pour nous, au musée, en tout cas dans mon département, c'est vraiment s'assurer de la fluidité des œuvres dans les meilleures conditions. Voilà des exemples de chantiers qu'on a menés avec différents prestataires, donc les restaurateurs, les transporteurs, voilà, quelques images pour illustrer. Alors, rapidement, je ne sais plus. Très rapidement. Très rapidement. Alors, voilà, faire attention où on place le cursus de l'hyperspécialisation. Favoriser le mode projet avec la conservation et la documentation en particulier, et également les directions transversales. Pas retomber, on a eu au Louvre des périodes, et encore récentes, de binômes qui fonctionnaient conservateur-régisseur ou conservateur-doc, et voilà, c'est pas très satisfaisant. Donc on essaie vraiment de casser ça et d'avoir des équipes qui interviennent avec l'ensemble des conservations. Attention à l'épuisement des équipes, mais bon, ça je vais pas en parler maintenant, mais voilà, en gros c'était pour dire que... non, je vais pas en parler maintenant. J'ai pas le temps. Difficulté à poser des limites aussi, parce que chaque métier est un maillon de la chaîne qui avance. La régie d'œuvre intervient souvent en dernier lieu, alors qu'elle devrait arriver dès le début des projets pour veiller au programme, à l'adéquation des vitrines, etc., pour faire encore une fois très simple. On voit là aussi qu'il pourrait y avoir l'émergence de nouveaux métiers, peut-être entre le préventeur, le régisseur, le conservateur, qui soit vraiment... c'est pas non plus un chef de projet, mais qui veille à l'adéquation de la conservation dans les projets muséographiques. Ce qu'on essaye tous de faire, mais en fait à des niveaux différents, et il manque un peu de liant là-dedans. Voilà, je passe. Et en fait, alors quel avenir ? Moi, j'étais frappée aux journées de l'ICOM, à la journée de l'ICOM sur l'appartenance des collections par la prise en considération de l'ICOM. Je ne m'y attendais pas, même si elle est quotidienne maintenant dans nos vies, mais la prise en compte des crises sociétales, des différentes crises que l'on connaît. Et je pense qu'effectivement, nos métiers vont être obligés de s'adapter plus rapidement qu'on ne le pense. Avec, ça aussi on l'a vu ce matin, avec une obligation à plus de conscience de la RSE, et à développer nos pratiques aussi de gestion des risques. C'est surtout ça, je pense, l'avenir du métier de régisseur, c'est-à-dire anticiper les risques plus que sur le mouvement des œuvres, mais vraiment les risques crus, les risques incendies, les risques liés à l'orage, etc., aux crises.
Et peut-être un travail accru sur la sensibilisation des publics aux collections. Là encore, il y a plein de choses qui sont faites, mais il y a sans doute encore beaucoup à faire dans cette période qui, comme l'a dit, je pense à Christophe Pomian à la journée sur l'appartenance des collections, il s'est questionné sur le devenir des musées dans une société où on va faire face à différentes crises. Voilà. C'est pas très positif, mais je pense que là, on a des choses à faire. Et il faudra prendre le train en marche. Voilà, merci. Merci Hélène.